Bonjour, bienvenue. Donc, je suis Olga. Je suis chercheuse au management de l'innovation à l'école de commerce qui s'appelle l'EDEC et je suis également membre du Conseil national de numérique. Et en fait, je suis ravie d'être là. Pourquoi? Parce que j'ai étudié et travaillé à Grenoble pendant 4 ans. Donc, j'ai pu faire ma thèse chez ST Microelectronics en 2010, entre 2010 et 2013. Et en fait, je n'ai pas travaillé sur des sujets typiques comme FDSEI ou l'intégration 3D. Je n'ai pas travaillé sur la photovoltaïque, mais en fait, je travaille sur finalement l'innovation et comment ces techniques peuvent transformer et créer justement des marchés futurs. Donc, on a finalement travaillé sur la transformation en partie numérique liée à ces sujets. Et en fait, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler justement de numérique, les sujets qui nous impactent tous. D'ailleurs, c'était intéressant pour un petit anecdote. À l'époque, quand on travaillait sur les sujets de sciences humaines et sociales, notamment dans les entreprises d'ingénierie, c'est où ils me posaient des questions. Mais pourquoi une thèse en sciences sociales, notamment sur les sujets tech? Et je pense qu'aujourd'hui, on voit tous le changement que l'intelligence artificielle générative provoque chez nous. Donc, il suffit de vous balader un peu sur les stands, notamment juste aujourd'hui, je pense que j'ai vu au moins 3 ateliers sur le ChatGPT, sur les LLMs un peu partout. Donc, je pense que tout le monde l'utilise. Et si on regarde un peu plus l'impact justement de ces solutions, qu'est-ce que ça représente dans le monde du travail? Donc, il suffit justement de regarder quelques études qui ont été publiées récemment. Donc, on montre que d'ici 2030, 4 personnes sur 10 pensent que leur travail va être complètement remplacé par l'intelligence artificielle. Les étudiants que j'ai en Master 2, notamment dans l'innovation, je posais la question la semaine dernière, c'est les étudiants en l'éthique et les 1, c'est les cours qu'ils font. En fait, pour la première fois dans ma vie, j'ai vu les étudiants qui ont été inquiets. En fait, ils me disaient, mais en fait, nous, on pense que la plupart des choses qu'on étudie aujourd'hui dans les écoles de commerce vont être inutiles d'ici 5 ans. Donc, on ne sait pas comment s'orienter. Donc, je ne sais pas si vous avez les mêmes ressentis. On voit quand même beaucoup d'opportunités de l'IA. Et donc, j'aimerais bien qu'on rentre un peu plus sur ce sujet ensemble aujourd'hui. Donc, d'un côté, on voit quand même beaucoup d'opportunités. Je pense qu'ici, l'utilisation de l'intelligence artificielle a augmenté. D'ici 2030, on voit quand même les chiffres en quoi le marché des IA génératifs, des éditeurs de logiciels, vont être entre 700 jusqu'à 1300 milliards de dollars par an. Il y a beaucoup d'opportunités, il y a quand même des choses à saisir. Donc, d'ici 2030, je pense qu'on voit déjà les effets assez intéressants. L'année dernière, fin 2023, on a bien vu, et en fait, c'était selon McKinsey, on a vu que 40% des entreprises augmentaient leurs investissements en intelligence artificielle. Et puis, en fait, fin de cette année, on dit qu'on va avoir au moins 50% de gains de productivité. Et pas sur des tâches routinisées, pas sur des tâches mécaniques qu'on a vues avec les usines, etc. En fait, on parle des tâches créatives, d'ingénieurs, de créateurs, de designers, etc. Et si vous avez vu le stand de la Redoute à Agora, on a eu des cas assez intéressants qui ont été montrés tout à l'heure. Et vous, dans tout ça, donc, quels sont les impacts pour nous? Donc, on dit souvent qu'on vit un peu dans la révolution anthropologique du numérique. Mais quelles sont nos utilisations? On voit à la fois un peu les remèdes et les poisons du numérique, et je vais revenir un peu là-dessus. Mais parlons un peu de nos usages à nous. Déjà, on fait souvent cet exercice à main levée. Qui d'entre vous utilise déjà l'IA génératif au travail de façon individuelle? Si vous pouvez juste lever vos mains. Voilà, donc je pense que c'est à peu près la moitié. Est-ce que vos entreprises ont des pratiques d'utilisation de l'intelligence artificielle? Donc, les codes de conduite, les guides. Donc, on voit 2 mains levées, peut-être 3. Donc, moins de 10%. C'est intéressant. En fait, aujourd'hui, il y a l'étude qui a été publiée début de cette année par l'IFOP, Institut français des opinions publiques, qui montre que 55% des gens qui utilisent l'intelligence artificielle au travail font ça sans vraiment indiquer à leurs employés. Donc, en fait, on a quand même un sujet en quoi, en fait, on voit tous l'opportunité, on commence à s'investir énormément dans cette solution, or que dans les entreprises, on n'est quand même peut-être pas s'emparé encore pour vraiment saisir le sujet. Et d'ailleurs, d'autres études montrent qu'il y a seulement 10%
des entreprises qui ont formé leurs collaborateurs en intelligence artificielle. Donc, on vous invite justement à se poser la question. Et d'ailleurs, en fait, on a du mal justement aujourd'hui à réaliser la valeur de nos investissements en intelligence artificielle. Donc, on commence à investir. Bien sûr, les modèles changent très rapidement aussi. Donc, les entreprises qui ont décidé de faire quelque chose sur GPT-2, ont du mal aujourd'hui à changer parce que c'était quand même des investissements. Les choses vont très vite. Les modèles évaluent très vite. Donc, d'un côté, encore une fois, on voit beaucoup d'opportunités et en même temps, on a quand même des challenges. Si on revient sur, par exemple, les travaux de Bernard Stiegler dans les années 90, il disait souvent que la technique, c'est comme un pharmacon. En fait, d'un côté, c'est le poison et d'un autre côté, c'est le remède. Et en fait, on peut s'inscrire justement dans la même lignée de Platon et Derrida qui montrait justement que l'écriture, c'était un peu la même chose. Donc, la technologie aujourd'hui nous augmente et nous diminue en même temps. Je vais vous donner quelques exemples et ravi aussi de voir et discuter avec vous si vous avez des questions et d'autres cas d'illustration après. Donc, tout d'abord, on parle d'un paradoxe d'autonomie contrôle. D'un côté, nous tous, moi compris, en fait, on peut travailler de partout. On a de plus en plus autonomes avec les technologies. En même temps, on sent qu'on est quand même connecté 24 heures sur 7. Une étudiante la semaine dernière m'avait dit, en fait, je passais 15 heures sur mon téléphone et 3 heures sur TikTok. Je vous conseille de regarder vos propres utilisations et vous vous demandez est-ce que j'utilise les écrans de façon intéressante, productive ou bien en fait je perds mon temps. Et en fait j'utilise beaucoup trop des interfaces peut-être addictives. On peut en parler de l'économie d'attention aussi aujourd'hui. Donc on voit quand même des gars comme les exosquelettes pour porter des charges lourdes. On voit des cas de productivité. Je vais pas parler de LLM, Large Language Models aussi. Je pense qu'on s'en sert tous. Et en même temps, en fait, on voit quand même ce sentiment d'être tout le temps connecté, de plus en plus isolé. L'étude qui a été faite par l'usine à Novell et Sopraster l'année dernière montre que 65% des managers et les RH qui ont répondu à cette enquête remontrent que les gens se sont souvent détachés, isolés, et stressé de plus en plus. En fait, on alterne les collectifs de travail aujourd'hui de plus en plus avec le numérique. Je pense que qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est un peu la question qu'on se pose aujourd'hui. Deuxième cas d'exemple, c'est un peu notre utilisation de Large Language Models. Donc, un exemple, c'est ChatGPT. En fait, on voit de plus en plus que c'est tellement efficace à produire des textes, à créer le contenu, à créer des prompts. On a quand même des prompt engineering qui sont aussi super, qu'on peut utiliser partout. Et en même temps, on voit qu'on a quand même le risque de pensées qui devient de plus en plus homogène. On commence à voir tous que, je pense que vous reconnaissez aussi les textes qui sont écrits par l'IA, par le chat GPT, sauf si vous êtes très créatif avec le prompt engineering, du coup vos textes sont très différents. Du coup, il faut quand même se poser la question comment on s'en sert sans forcément aller tous dans la même direction, voir tous les mêmes idées, les mêmes pensées, etc. Donc en fait, on a un risque d'uniformisation des pensées collectives. Et troisième exemple que je vais donner, je vais aussi identifier quelques recommandations et quelques pistes qu'on a pu voir avec les travaux qu'on a fait avec les conseils nationaux de numérique. Donc un troisième exemple, et je pense qu'on parle aujourd'hui beaucoup de la propriété intellectuelle, de la redistribution de valeur. Aujourd'hui, entraîner et utiliser les modèles collectifs, ça nécessite quand même des chaînes de valeur très longues et très complexes. Donc, comment on redistribue justement ces valeurs? Comment on redistribue l'argent monétaire qu'on crée avec l'utilisation de ChatGPT, les outils comme les outils de OpenAI et les autres? Donc, aujourd'hui, on parle presque de l'IA extractif parfois, mais comment on arrive à créer justement les logiques de partage de valeurs créées de façon homogène? Sinon, on risque de se retrouver avec les modèles encore plus fermés. Notamment, en fait, on voit les cas de New York Times contre OpenAI. On voit de plus en plus des process, mais on voit aussi des fermetures de OpenAI, par exemple de API, de Twitter, des autres entreprises qui commencent à s'enfermer. Du coup, on ne peut pas non plus entraîner nos systèmes sur les modèles et les data intéressants et riches. Du coup, les modèles peut-être peuvent aussi devenir pauvres si on n'a pas les données. Du coup, comment on crée ce système de partage des valeurs et les chaînes de raisonnement qu'il faut mettre en place? Mais en fait, tout ça, on se dit, OK, c'est intéressant. D'un côté, on voit tous ces paradoxes à la fois positifs et négatifs.
On parle souvent même, le numérique c'est comme un couteau, ça peut être, on peut bien s'en servir et mal s'en servir. Et du coup en fait nous notre objectif avec le Conseil national du numérique c'était vraiment de se dire ok comment on peut voir le numérique comme un outil social, un outil collectif, comment on peut s'engager et justement regarder mais finalement qu'est-ce que ça veut dire faire société avec le numérique, comment on peut intégrer les différents individus, le collectif, la société justement pour pouvoir décider quel type de numérique on veut avoir dans la suite. Et je ne vais pas partager toutes les recommandations et les rapports qui ont été faits, c'est assez riche et tout est disponible en ligne. Mais juste peut-être pour vous donner quelques éléments que on trouve absolument nécessaires et intéressants. Tout d'abord, on dit souvent que il est indispensable de développer la culture numérique partagée. Et on ne parle pas des cours sur juste l'utilisation des techniques, sur la meilleure compréhension de comment les outils fonctionnent. Ça, c'est très important. Mais aussi comment on peut aller au-delà de ça pour mieux comprendre déjà quelle est l'histoire de technique, de la philosophie, de la science. Comment, en fait, on peut développer nos propres outils pour analyser les transformations numériques. La semaine dernière, j'étais dans une école d'ingénieurs où j'ai étudié et en fait, on se posait des questions sur le futur de l'éducation des ingénieurs. Et en fait, il y a globalement des cours techniques, etc., mais il n'y avait aucun cours sur les philosophies techniques, sur finalement comment on peut développer le critical sense presque de notre capacité d'analyser ces outils, de décider quel type d'outils on veut développer, quels principes philosophiques on peut appliquer et déployer dans ces outils. Donc, tout d'abord, déjà, quels sont les éléments sur la culture numérique qu'on peut mettre en place. Et c'est indispensable aussi, pourquoi ? Parce que si vous regardez les chiffres, aujourd'hui en France, 31% de gens qui sont 18 ans et plus sont déconnectés. Ça représente quand même 16 millions de la population de la France métropolitaine. En fait, comment on arrive à engager les gens quand même dans la transformation numérique, surtout si on dit que le numérique, c'est l'affaire de tous. De toute façon, on est tous en train de vivre justement dans cet écosystème. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est en fait, on voit que le numérique, c'est pas neutre. C'est pas juste un outil de transformation numérique. En fait, on a tous la position qui est pas neutre avec la technologie. Donc, quelles sont les émotions ? En fait, globalement, on a tous le côté social, émotif, presque politique avec les technologies et les choix qu'on met. Du coup, en fait, nous, on voit la vraie nécessité d'engager le dialogue social avec le numérique. Donc, notamment, les conseils a lancé aussi le projet qui s'appelle les itinéraires numériques. Comment on peut aller dans les villages, dans les différentes écoles, justement pour discuter déjà les peurs, les opportunités que les gens ont et l'on voit, montrer comment ça fonctionne pour justement éviter les difficultés d'utilisation et instaurer un peu le dialogue collectif. Mais si on revient au travail, donc finalement, qu'est-ce que nous, on peut faire ? Donc d'un côté, c'est vraiment regarder quelles sont les utilisations, engager les salariés dès le début, justement, de décision sur quels sont les outils qu'on veut mettre en place, sur quel cas d'utilisation. Peut-être imaginer les dispositifs de remontée de l'information pour pouvoir justement engager, OK, on a conçu tel ou tel outil pour faire ça. Mais finalement, est-ce que ça a été utilisé de cette manière ? On a quand même pas mal de cas d'utilisation qui sont décontournés de quelque manière. Donc, comprendre, mieux améliorer les pratiques, avoir l'espace pour pouvoir partager les différents éléments, c'est indispensable. On voit les entreprises qui commencent à créer les écoles pour les managers, par exemple pour mieux comprendre justement qu'est-ce que ça veut dire gérer une équipe de façon hybride et transdisciplinaire en même temps. Et de l'autre côté, donc ça c'est plus le choix et l'accompagnement des employés. Et de l'autre côté, on voit la nécessité justement d'accompagner le travail hybride. Et c'est pas juste de décider quand est-ce qu'on va au bureau et quand est-ce qu'on reste à la maison, mais c'est plus comment en fait on peut utiliser le travail hybride comme un véhicule justement d'autonomie, des opportunités pour les salariés et pas forcément juste la flexibilité et le contrôle et la surveillance qu'on va segmenter aussi parfois avec même le travail à distance. Donc il y a d'autres cas d'utilisation qu'on peut peut-être bien sûr imaginer, mais je voulais quand même conclure sur le fait que le numérique, c'est quand même l'affaire de tout le monde. C'est pas juste un outil de transition, mais c'est vraiment un miroir qui reflète nos valeurs, nos choix et l'avenir qu'on peut construire.
Et en fait, la question avec laquelle je voulais vous laisser, et je vais la lire, donc comment pouvons-nous utiliser la technologie non seulement pour façonner un avenir plus efficace, mais aussi un avenir plus humain, plus éthique et plus inclusif. Et selon moi, c'est un peu notre défi, notre responsabilité et surtout l'opportunité.